l'analyse et l'objet. La culture européenne, dans les dernières années du XVIIIe siècle, a dessiné une structure qui n'est pas encore dénouée. À peine commence-t-on à en débrouiller quelques fils, qui nous sont encore si inconnus que nous les prenons volontiers pour merveilleusement nouveaux ou absolument archaïques, alors que depuis 2 siècles, pas moins et cependant pas beaucoup plus, ils ont constitué la trame sombre mais solide de notre expérience. Dans Naissance de la clinique, comme dans plus tard dans Surveiller et punir, dont le sous-titre est Naissance de la prison, Foucault situe dans le demi-siècle grossièrement découpé, qui englobe la Révolution et qui va de 1770-80 à 1830-40, la constitution des discours et des pratiques qui fondent la modernité. La manière dont il caractérise cette période décisive a souvent été fort mal comprise, si elle est bien le moment où les procédures disciplinaires, les technologies de surveillance, les appareils panoptiques sont constitués comme les mécanismes essentiels de l'organisation et du contrôle de l'espace social. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont effectivement quadrillé, polissé et discipliné le monde social. Leur prolifération renvoie non à leur efficace, mais à leur faiblesse. Quand je parle de société disciplinaire, il ne faut pas entendre société disciplinée. Quand je parle de la diffusion de discipline, ce n'est pas affirmer que les Français sont obéissants. Dans l'analyse des procédés mis en place pour normaliser, il n'y a pas la thèse d'une normalisation, comme si justement tous ces développements n'étaient pas à la mesure d'un insuccès perpétuel. Il est donc un envers à l'histoire des dispositifs disciplinaires, un envers tissé de résistance, de détournement, d'illégalisme contre les lectures réductrices de son travail. Foucault rappelle la force de ces pratiques rebelles qui répondent de diverses manières aux micro-techniques de contrainte. Il faut analyser l'ensemble des résistances aux panoptiques en termes de tactique et de stratégie, en se disant que chaque offensive d'un côté sert de point d'appui à une contre-offensive de l'autre côté. L'analyse des mécanismes de pouvoir ne tend pas à montrer que le pouvoir est à la fois anonyme et toujours gagnant. Il s'agit au contraire de repérer les positions et les modes d'action de chacun, les possibilités de résistance et de contre-attaque des uns et des autres. Stratégie, tactique, offensive, contre-offensive, position, contre-attaque, le vocabulaire militaire indique que même si elle n'est pas égale, la partie qui se joue entre les procédures d'assujettissement et les comportements des assujettis a toujours la forme d'un affrontement et non celle d'un asservissement. C'est dans cet affrontement qu'il faut entendre le grondement de la bataille. La fin du XVIIIe siècle et les commencements du XIXe sont fondamentaux. Aussi, en ce qu'ils construisent une figure nouvelle du pouvoir, anonyme, autonome, opérant à travers des pratiques que n'accompagne ni ne légitime aucun discours. Cette conception du pouvoir, portée par tous les dispositifs qui visent à le rendre à la fois contraignant et caché, disséminé et cohérent, agencé et automatique, ne doit en aucune façon être confondue avec le concept du pouvoir qui serait celui manié par Foucault. Là encore, contre un contresens fréquent commis par les critiques, où les adeptes de surveiller et punir, il réagit vigoureusement. L'automaticité du pouvoir, le caractère mécanique des dispositifs, où il prend corps, n'est absolument pas la thèse du livre, mais c'est l'idée du XVIIIe siècle qu'un tel pouvoir serait possible et souhaitable. C'est la recherche théorique et pratique de tels mécanismes. C'est la volonté sans cesse manifestée alors d'organiser de pareils dispositifs qui constituent l'objet de l'analyse. Étudier la manière dont on a voulu rationaliser le pouvoir, dont on a conçu au XVIIIe siècle une nouvelle économie, les relations de pouvoir, montrer le rôle important a occupé le thème de la machine, du regard, de la surveillance, de la transparence. Ce n'est dire ni que le pouvoir est une machine, ni qu'une telle idée est née machinalement. La confusion entre la thèse et l'objet a été l'une des raisons majeures et récurrentes de l'incompréhension du travail de Foucault. Elle a marqué les lectures de la célèbre conférence donnée le 22 février 1969 devant la Société française de philosophie. Qu'est-ce qu'un auteur ? Qui ont souvent identifié à tort la question qu'elle pose, à savoir celle des conditions d'émergence et de distribution
de la fonction auteur, définie comme le mode de classement des discours qui les assigne à un nom propre, et le thème de la mort de l'auteur qui rapporte la signification des œuvres au fonctionnement impersonnel et automatique du langage. C'est une assimilation tout aussi fautive, portant sur l'intention de son travail que Foucault récuse alors lorsque, dans le débat qui suit sa conférence, il réplique aux objections de Lucien Goldman. La mort de l'homme, c'est un thème qui permet de mettre à jour la manière dont le concept de l'homme a fonctionné dans le savoir. Il ne s'agit pas d'affirmer que l'homme est mort, il s'agit à partir du thème, qui n'est pas de moi, qui n'a pas cessé d'être répété depuis la fin du XIXe siècle, que l'homme est mort, ou qu'il va disparaître, ou qu'il sera remplacé par le surhomme, de voir de quelle manière, selon quelles règles, s'est formé et a fonctionné le concept d'homme. J'ai fait la même chose avec la notion d'auteur. Retenons donc nos larmes. Naissance de la clinique et naissance de la prison rencontrent à 12 ans de distance un même problème. Comment articuler la constitution d'une nouvelle formation discursive, la méthode anatomo-clinique, ou d'un nouveau régime de pratique, les disciplines panoptiques, avec l'événement politique, en l'occurrence la Révolution. Pour le résoudre, Foucault refuse les deux modèles classiques, le modèle hegelien, qui fait considérer les divers phénomènes historiques comme autant d'expressions d'une même forme et d'un même esprit, et le modèle historien qui, via la conscience des hommes, établit une relation de causalité entre les changements politiques, les configurations de savoir et les dispositifs institutionnels. Entre ces diverses séries d'événements, les rapports qu'il faut penser sont d'un autre ordre. Soit l'exemple de la médecine clinique. D'une part, elle postule l'existence d'un champ de l'expérience médicale entièrement ouvert, analogue dans sa géométrie implicite à l'espace social dont rêvait la Révolution, au moins dans ses formulations premières. Il y a donc un phénomène de convergence entre les exigences de l'idéologie politique et celles de la technologie médicale. D'un seul mouvement, médecins et hommes d'État réclament en un vocabulaire parfois semblable, mais pour des raisons différemment enracinées, la suppression de tout ce qui peut faire obstacle à la constitution de ce nouvel espace, les hôpitaux, la corporation des médecins, les facultés. D'autre part, la pratique politique nouvelle et les réorganisations institutionnelles qu'elle engendre, par exemple, mais pas seulement, les réformes hospitalières analysées dans le chapitre 5 de Naissance de la clinique, constituent l'une des conditions de possibilité du discours. Il s'agit donc, pour la démarche archéologique, de montrer non pas comment la pratique politique a déterminé le sens et la forme du discours médical, mais comment et à quel titre elle fait partie de ces conditions d'émergence, d'insertion et de fonctionnement. Entendons la manière inédite dont elle découpe l'objet de ce discours, lui attribue une fonction nouvelle et l'assigne à des spécialistes qui en détiennent le monopole. Logique discursive, logique sociale. En distinguant, comme dans l'archéologie du savoir, les formations discursives et les pratiques qui ne sont pas elles-mêmes de nature discursive, en montrant, comme dans Surveiller et punir, comment des pratiques sans discours viennent contredire, annuler ou vampiriser, selon le mot de Michel de Certeau, les proclamations de l'idéologie, le travail de Foucault garde aujourd'hui toute sa pertinence critique, tant à l'égard de Semiological Challenge que du retour aux politiques. On sait les fondements du tournant linguistique proposé aux historiens des textes et des pratiques, tenir le langage comme un système fermé de signes qui produisent du sens par le seul fonctionnement de leurs relations, penser la réalité sociale comme étant constituée par le langage, indépendamment de toute référence objective. Contre ces formulations, Foucault, peut-être paradoxalement pour ceux qui en ont fait un structuraliste, étiquette qu'il a toujours véhémentement refusée, aide à rappeler l'illégitimité de la réduction des pratiques constitutives du monde social à la rationalité qui gouverne les discours. La logique commandant les opérations qui construisent institutions, domination et relations n'est pas celle herméneutique et logocentrique qui produit et commente les discours. L'irréductibilité des pratiques au discours, articulées mais non pas homologues, peut être considérée comme le partage fondateur pour toute histoire culturelle invitée ainsi à se garder d'un usage incontrôlé de la catégorie de texte trop souvent maniée pour désigner des pratiques dont les procédures n'obéissent en rien à l'ordre du discours. Le thème du retour aux politiques a souvent la figure inverse du linguistic turn,
Loin de postuler l'automaticité de la production du sens, il met l'accent sur la liberté du sujet, la part réfléchie de l'action, l'autonomie des décisions. Du coup se trouvent récusées toutes les démarches qui visent à établir les déterminations non sues par les individus, en même temps qu'est affirmé le primat du politique, tenu pour le niveau le plus significatif de toute société. Là encore, Foucault peut donner appui pour définir une perspective opposée terme à terme à cette proposition. D'une part en considérant l'individu, non dans la liberté supposée de son moi propre et séparé, mais comme construit par les configurations discursives ou sociales qui déterminent ses définitions historiques. D'autre part, en postulant non pas l'absolue autonomie du politique, mais dans chaque moment historique particulier sa dépendance par rapport à l'équilibre de tension qui à la fois façonne ces dispositifs et résulte de son efficacité. Foucault a doublement révolutionné l'histoire. Tout d'abord, après lui, il est devenu impossible de considérer les objets dont l'historien prétend écrire l'histoire comme des objets naturels, comme des catégories universelles dont il faudrait seulement repérer les variations historiques, qu'elles aient pour nom folie, médecine, état ou sexualité. Derrière la commodité paresseuse du vocabulaire, ce qu'il faut reconnaître, ce sont des découpages singuliers, des distributions spécifiques, des positivités particulières produites par des pratiques différenciées qui construisent des figures du savoir ou du pouvoir irréductibles les unes aux autres. Comme l'écrit Paul Veyne, la philosophie de Foucault n'est pas une philosophie du discours, mais une philosophie de la relation, car relation est le nom de ce qu'on a désigné comme structure. Au lieu d'un monde fait de sujets ou bien d'objets ou de leur dialectique, d'un monde où la conscience connaît ses objets d'avance, les vise ou est elle-même ce que les objets font d'elle. Nous avons un monde où la relation est première. Ce sont les structures qui donnent leur visage objectif à la matière. Il n'est donc pas d'objet historique préexistant aux relations qui les constituent, pas de champ de discours ou de réalité délimitée de manière stable et immédiate. Les choses ne sont que les objectivations de pratiques déterminées, dont il faut mettre au jour les déterminations, puisque la conscience ne les conçoit pas. C'est donc en identifiant les partages et les exclusions qui constituent les objets qu'elle se donne que l'histoire peut les penser, non comme des expressions circonstanciées d'une catégorie universelle, mais tout à l'inverse comme des constellations individuelles ou même singulières. Transformer la définition de l'objet de l'histoire et nécessairement modifier les formes de l'écriture. Dans son commentaire de Surveiller et punir, Michel de Certeau a mis l'accent sur le déplacement rhétorique et les périls qu'implique une histoire des pratiques sans discours. Quant au lieu d'être un discours sur d'autres discours qui l'ont précédé, la théorie se risque dans des domaines non-verbaux ou pré-verbaux où ne se rencontrent que des pratiques sans discours d'accompagnement. Certains problèmes surgissent. Il y a un brusque changement et la fondation d'ordinaire si sûre qu'offre le langage fait alors défaut. L'opération théorique se retrouve soudain à l'extrémité de son terrain normal, telle une voiture parvenue au bord d'une falaise. Au-delà, il n'y a plus que la mer. Foucault travaille au bord de la falaise, essayant d'inventer un discours pour traiter de pratiques non discursives. De là, dans Surveiller et punir, une écriture contradictoire qui organise le discours de savoir à partir des procédures mêmes qui sont son objet et qui, dans le même temps, construit ses fictions panoptiques pour exhiber et subvertir les fondements de la rationalité punitive instaurée à la fin du XVIIIe siècle. À un premier niveau, le texte théorique de Foucault est encore organisé par les processus panoptiques qu'il élucide. Mais à un second niveau, ce discours panoptique n'est qu'une scène ou une machine narrative inverse, notre épistémologie panoptique triomphante. Au bord de la falaise, l'image est belle pour désigner l'inquiétude propre à toute histoire qui tente cette opération limite, rendre compte dans l'ordre du discours de la raison ou de la déraison des pratiques, aussi bien de ces pratiques dominantes qui organisent normes et institutions, que de celles disséminées et mineures qui tissent le quotidien ou portent les illégalismes. Mais pour tous ceux qui s'en approchent, il est au bord de la falaise, un appui secourable, le travail d'une pensée qui toujours s'est située au point de croisement d'une archéologie des problématisations et d'une généalogie des pratiques.